Dans cette formation VBA PowerPoint, nous allons voir comment il est possible de construire un diaporama dynamique avec le code en fonction des images contenues dans un sous-dossier de la présentation active, enregistrée ici avec un nom arbitraire, diaporama-dynamique.pptm. Cela signifie que à aucun moment l'utilisateur ne devra se soucier de paramétrer ces images avec leur nom, leur positionnement ou encore leurs effets d'animation et minutage. C'est le code qui va déclencher tout seul tous ces réglages et qui va considérer toutes les images présentes dans le dossier et les nouvelles s'il y en a pour construire un diaporama donc qui sera évolutif. Nous commençons par basculer dans l'éditeur de code comme toujours avec le raccourci clavier Alt F11 et contrairement à VBA Excel, vous constatez qu'il n'y a pas de feuille de code par défaut associée par exemple à la feuille d'un classeur actif. Il y a encore moins de gestionnaire d'événements, comme le This Workbook Open, qui permet en VBA Excel, par exemple, de déclencher l'affichage d'un user form à l'ouverture du classeur. C'est pourquoi nous avions, dans la formation précédente, créé une classe à enregistrer comme un complément VBA, afin de pouvoir gérer et intercepter tous ces événements dans PowerPoint. Nous y reviendrons car l'objectif à l'issue est de faire en sorte donc que, à l'ouverture de la présentation, le code du diaporama se déclenche et génère automatiquement la création de ce diaporama dynamique. Nous nous plaçons donc dans un premier temps dans l'explorateur de projet sur notre présentation, pour laquelle, comme nous avons besoin de saisir un code, par le biais du menu Insertion, nous allons ajouter un module. Et donc sa feuille de code apparaît au centre de l'écran. Par le biais de sa fenêtre propriété, d'ailleurs, si elle n'est pas présente, pensez à passer par le biais du menu affichage et à l'activer en cliquant sur fenêtre propriété. Nous allons donc donner un nom explicite à ce module. Remarquez que pour un module, la fenêtre propriété ne propose qu'une seule propriété, nous allons l'appeler diaporama, ce qui sera plus explicite. Et ainsi, nous pourrons le piloter beaucoup plus simplement. Dans sa feuille de code, nous allons créer les bornes de la procédure qui va nous permettre justement de générer ce diaporama. Nous allons faire cette démonstration pas à pas. Comme toujours, le VBA, lorsque vous validez, est très souple. Il modifie la casse et puis il vient boucler la procédure avec les mots-clés nsub. Comme je vous le disais, le premier défi est donc de faire en sorte que, à l'ouverture de la présentation, le diaporama se génère automatiquement. Donc, le code de la procédure générée doit être lancé automatiquement. Nous allons commencer par faire une petite vérification avec la fonction MSGbox que nous connaissons bien, qui permet d'afficher un message à l'écran, celui que nous passons entre guillemets en paramètre. Ici, nous allons juste faire un essai pour voir si le message vérification à l'ouverture s'affichera bien à l'écran. Pour cela, il nous faut compléter notre gestionnaire d'événements que vous allez récupérer dans les sources qui sont proposées en téléchargement sur le site bombache.fr, car à ce stade, nous avons bien écrit le code, ou du moins les bornes de la procédure qui permettent de gérer ou d'intercepter l'événement open pour une présentation, c'est-à-dire l'ouverture d'une présentation. Mais si nous écrivons un code entre les bornes de cette procédure, eh bien, il sera vrai, quelle que soit la présentation. Or, nous, notre objectif est que, spécifiquement, nous déclenchions le code pour notre présentation en cours. C'est pourquoi nous allons placer un test avec l'instruction if que nous connaissons bien aussi, qui va permettre de vérifier si la présentation que nous ouvrons est bien celle sur laquelle nous travaillons par son nom. Pour cela, nous avons un objet VBA PowerPoint qui s'appelle Active Presentation. Volontairement, nous ne respectons pas la casse car si nous n'avons pas fait de faute, VBA va la corriger pour nous. Lorsque nous tapons le point, nous appelons les propriétés et les méthodes de cet objet. Les méthodes sont en vert pour réaliser des actions et les propriétés en blanc grisé. Ici, en l'occurrence, celle qui nous intéresse s'appelle name pour vérifier le nom de la présentation active, celle que nous ouvrons. S'agit-il bien du nom de notre présentation diaporama-dynamique.pptm, donc nous devons la reproduire strictement à l'identique, diaporama-dynamique.pptm, comme ceci. Alors il convient quand même de vérifier, diaporama-dynamique.pptm, diaporama-dynamique.pptm. Si le nom de la présentation est bien celle sur laquelle nous travaillons,
alors d'end, nous n'oublions pas de boucler l'instruction if avec endif pour éviter les erreurs de code. Eh bien, ici, il s'agit de lancer le code dans la procédure générée de notre module diaporama. Il y a un objet VBA qui s'appelle application associé point à sa méthode run qui permet de lancer le code des procédures externes. Pour cela, il convient en revanche de pouvoir indiquer le chemin complet, un peu comme lorsque vous souhaitez piloter les cellules d'une autre feuille d'un autre classeur Excel. Eh bien, dans l'arborescence du chemin, il faut désigner tous ces éléments, c'est-à-dire le nom du classeur, le nom de la feuille, avec des syntaxes particulières comme le point d'exclamation qui va suivre le nom de la présentation, puis effectivement le nom du module, suivi point du nom de la procédure générée. Ce que nous venons de dire dans ce gestionnaire d'événements est très simple. À l'ouverture d'une présentation PowerPoint, si le nom de cette présentation, par le biais de la propriété name de l'objet active présentation, est bien diaporama dynamique.pptm, à ce moment-là, nous lançons le code de la procédure générée du module diaporama de la présentation diaporama dynamique.pptm. À ce stade, notre fichier est un fichier PowerPoint. Nous devons le transformer, comme nous l'avions vu dans la précédente formation VBA, en complément. Pour ce faire, nous passons par fichier enregistré sous, et dans la boîte de dialogue, le premier réflexe est de désigner le type de fichier comme un complément PowerPoint.ppam. Et vous constatez que VBA PowerPoint nous redirige dans les dossiers communs de tous les compléments VBA pour Excel, pour Word, etc. Donc nous allons le renommer, pourquoi pas, éventuellement, et nous validons l'enregistrement. Suite à cette action, il convient de lier l'application PowerPoint à ce complément. Donc, par le biais du ruban développeur, par exemple, nous cliquons sur le bouton complément PowerPoint, et puis nous allons ajouter ce complément en le désignant directement dans le dossier dans lequel il nous conduit. Et vous voyez qu'il apparaît dans la liste cochée. Jusque-là, tout va bien. Donc, nous confirmons en fermant la boîte de dialogue, et pour faire un essai de notre code, puisque la procédure générée doit être appelée, nous allons tout simplement fermer notre diaporama, notre présentation, en l'enregistrant bien entendu, et puis nous allons la rouvrir, donc en passant par fichier ouvrir, pour aller la désigner sur le disque dur et faire en sorte que le code se déclenche si nous avons bien fait les choses, fichier parcourir, en redésignant l'emplacement dans lequel elle se trouve. Donc, ici, il s'agit de refaire l'arborescence, c'est assez rapide, il n'y a pas de souci, et puis de désigner notre fichier et de constater qu'à l'ouverture, et c'est le premier défi qui est convenablement réalisé, notre message vérification s'affiche à l'écran. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que notre complément VBA, que nous avons enregistré, est un gestionnaire d'événements qui permet d'intercepter tous les événements que vous souhaitez. En l'occurrence ici, présentation open. Nous aurions pu choisir d'autres événements. Et nous avons choisi de nous assurer que la présentation qui était ouverte était bien diaporama dynamique.pptm. Sinon, le code aurait été vrai pour n'importe quelle présentation. Dans ce cas, grâce à la méthode run de l'objet application, nous avons lancé le code de la procédure générée et nous avons constaté que le message box s'affichait bien à l'écran. Donc jusque-là, tout fonctionne, ça veut dire qu'à l'ouverture de la présentation, notre code est déclenché. Il s'agit maintenant que ce code construise ce diaporama dynamique. Comme toujours, avant de commencer, nous avons besoin de déclarer des variables qui vont nous permettre de piloter les différents éléments de ce diaporama. Donc le mot-clé dim qui permet d'initialiser la déclaration de variable pour le dimensionnement. Nous allons déclarer une variable fichier, je vais vous expliquer pourquoi, comme un string as pour le mot-clé, string pour chaîne de caractères, ainsi que une variable dossier. Tout simplement, alors on ne répète pas le mot-clé dim quand on les énumère de cette façon-là, ce qui permet d'optimiser le code. Il s'agit tout simplement des variables respectivement pour dossier qui va permettre de pointer sur le sous-dossier source dans lequel il y a les images à récupérer pour construire le diaporama dynamique, et fichier qui va permettre de parcourir chaque nom de fichier de chacune de ces images, et on verra comment on peut les initialiser. Nous avons besoin aussi de variables objets pour piloter les différents objets de la présentation, en commençant, pourquoi pas, par un objet que nous allons nommer pres, que nous allons déclarer comme un objet présentation, comme ceci, ainsi que
un objet qui va nous permettre de piloter la diapositive sur laquelle nous travaillons, que nous nommons donc en français diapositive et que nous déclarons comme un objet diapositive, c'est-à-dire comme un slide en VBA PowerPoint. Alors tant qu'à faire, on va essayer de respecter les mêmes normes, c'est-à-dire que l'on va mettre une majuscule à chacune de nos variables. On peut le faire pour l'instant parce qu'on ne les a pas encore exploitées, donc ça n'a pas d'incidence sur le reste du code. Il faudra bien sûr les exploiter de cette façon-là. Ensuite, nous avons besoin des objets, variables objets, qui vont nous permettre de piloter les images que nous allons insérer dynamiquement dans la présentation avec les zones de texte. Donc, nous allons déclarer arbitrairement une variable avec le nom img comme un shape. Un shape, en fait, c'est une forme dans PowerPoint. Le shape peut être tout simplement une zone de texte, comme il peut être un objet image, etc., etc. On va faire la même chose avec un nom d'objet que nous allons appeler zone titre. C'est pour récupérer le nom du fichier qu'on va afficher dans une zone de texte pour commenter l'image qui défile en temps réel, comme un shape, là aussi, qui deviendra soit un objet de type image, soit un objet de type zone de texte, en fonction de l'affectation qu'on en fera. Dernière variable objet, très importante elle aussi, une variable que nous nommons arbitrairement effet, qui va nous permettre d'appliquer des effets d'animation, donc que nous déclarons comme une variable effect. Ensuite, il nous faut des variables qui vont nous permettre de positionner ces éléments sur la diapositive et de les dimensionner. Donc, nous allons déclarer une variable largeur. Vous verrez que nous affecterons à la largeur de la diapositive, que nous allons donc utiliser comme référence. On va la déclarer comme un double, c'est-à-dire un nombre décimal, avec une bonne précision, tout simplement parce que les diapositives ont des dimensions qui ne sont pas des nombres entiers. Et nous allons faire la même chose avec la variable hauteur, que nous déclarons bien comme un double, comme ceci. Enfin, et pour terminer avec la déclaration des variables dont nous allons avoir besoin, nous allons déclarer la variable nom zone, tout simplement parce que nous prendrons soin de renommer tous les objets que nous allons créer, qu'il s'agisse des zones de texte ou encore des images que nous allons insérer, parce que c'est toujours beaucoup plus propre, comme nous l'avions constaté grâce au volet sélection dans PowerPoint. Donc une variable pour le nom de la zone de texte et une variable pour le nom de l'image. Maintenant que nous avons déclaré nos variables, eh bien nous allons initialiser et affecter celles que nous pouvons, comme par exemple la variable hauteur que nous allons caler sur la hauteur de la diapositive. Pour ce faire, nous retrouvons sur notre chemin le fameux objet ActivePresentation qui désigne la présentation en cours, donc notre présentation dynamique, à laquelle sont associées des propriétés et des méthodes que nous appelons avec le point, et en l'occurrence, pour connaître la hauteur, eh bien ce sont des réglages de mise en page, et c'est pourquoi il y a une propriété PageSetup pour la mise en page de cette présentation active, avec une propriété dérivée qui est slide8 pour renvoyer la hauteur de la diapositive de la présentation et la stocker dans la variable hauteur. Pour ne pas réécrire ce code puisque c'est quasi identique au nom de variable près, nous allons faire de même pour la largeur de cette façon-là, sauf que bien entendu, la largeur de la diapositive n'est pas reconnue avec la propriété slide8 de la propriété PageSetup de l'objet ActivePresentation, mais forcément slide width, comme ceci. Et nous avons déjà nos deux premières affectations. On peut faire une petite vérification pour s'assurer que, à ce stade, par le biais du menu débogage, compiler VBA Project, aucune erreur n'est recensée dans le code, pour pouvoir poursuivre tranquillement le reste de notre code. Il convient donc d'affecter et d'initialiser les autres variables, y compris les variables objets. On va commencer par la variable objet diapositive. L'objectif est de faire en sorte que cette variable diapositive soit reconnue comme la diapositive de notre présentation, car nous allons travailler sur la même diapositive. Eh bien, ça se fait de façon très simple lorsqu'il s'agit d'une variable objet. L'emploi du mot-clé set est obligatoire pour l'initialiser et l'affecter. Cette diapositive est égale, comme toujours, à notre fameux objet ActivePresentation qui a une propriété slide au pluriel pour désigner toutes les diapositives de la présentation par défaut, sauf que si vous lui passez en paramètre sa position, son index, en l'occurrence ici la première diapositive, eh bien vous allez initialiser l'objet diapositive comme mettant la première diapositive de la présentation
D'ailleurs, nous n'en aurons pas d'autres, donc c'est exactement ce que nous souhaitions. C'est intéressant aussi à l'avenir dans notre code pour pouvoir réduire les lignes d'instruction et remplacer l'instruction active présentation.slide1 par le terme diapositive, ce sera plus clair. Il convient maintenant de fixer nos variables dossier et fichier. Très importantes, ce sont elles qui vont permettre de parcourir en boucle tous les fichiers présents dans le sous-dossier de l'application. Donc il faut être capable, pour que tout soit bien dynamique, de pointer dans le répertoire d'application, puis d'aller dans le sous-dossier. Alors, il y a encore une fois, par le biais, vous voyez que cet objet revient toujours, active présentation, la propriété path qui renvoie le chemin de la présentation. Alors le chemin de la présentation, par contre, à ce stade, c'est uniquement le dossier dans lequel se trouve notre présentation, c'est-à-dire celui-ci, et nous devons pointer dans son sous-dossier source pour accéder à toutes les images que contient ce sous-dossier afin de construire le diaporama dynamique. Donc, à ce chemin relatif de l'application, nous allons concaténer, comme nous le faisons toujours en VBA avec le et commercial, le reste du chemin, c'est-à-dire tout simplement le sous-dossier source, entre guillemets bien sûr, il s'agit d'un texte avec les anti-slash pour bien construire le chemin de l'application, mémorisé désormais dans la variable dossier. La variable fichier, quant à elle, doit pointer, pour commencer la boucle, sur le premier fichier de ce dossier. Nous utilisons pour ce faire la fonction dir en VBA, qui permet de pointer sur un dossier en particulier. Vous voyez que le premier argument qu'elle demande, et d'ailleurs ce sera le seul puisque les autres sont facultatifs, le pathname, c'est-à-dire le chemin d'accès, on le connaît, on vient de l'affecter, il s'agit de la variable dossier. Mais, et vous pourrez le constater avec l'aide en ligne si vous faites un petit F1 sur la fonction dir, nous pouvons optimiser directement ce pointeur sur le premier fichier du dossier en lui associant un filtre. En l'occurrence ici, nous savons que toutes nos images ont une extension qui est .jpeg. C'est intéressant dans le sens où vous pourrez rajouter n'importe quel autre type de fichier dans le dossier sans que ça nuise à la construction dynamique du diaporama, car le code, lui, va se concentrer simplement sur les fichiers dont l'extension est bien .jpeg dans le dossier en cours. Donc cette instruction par le biais de la fonction dir permet de caler la variable fichier sur le premier fichier répondant à ce filtre dans le dossier qui est dans le chemin relatif de l'application sous dossier source. Nous avons quasiment terminé à ce stade l'initialisation des variables que nous pouvons initialiser. Nous allons faire une petite action que nous allons pouvoir vérifier, c'est appliquer un thème à la diapositive. Et pour ce faire, donc, puisque nous avons désormais notre objet diapositive, qui, je vous le rappelle, pointe sur la première diapositive de la présentation, associé, nous avons une méthode qui s'appelle applyTheme pour appliquer un thème à cette diapositive. Et lorsque vous ouvrez la parenthèse, remarquez que VBA, du moins la méthode applyTheme, attend le nom de ce thème. Vous savez, ce que l'on applique conventionnellement par le biais du ruban création. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, il veut le chemin complet, il y a un répertoire précis de tous les thèmes PowerPoint sur votre disque dur, et donc c'est encore une fois l'aide en ligne qui permet de renseigner sur l'utilisation de cette méthode. C'est pour ça que j'avais préparé l'emplacement, vous voyez ici, tout dépend de votre configuration système, il faudra donc adapter ce code. On va prélever ce chemin d'application, parce que en paramètre, il faut le désigner complètement, suivi bien sûr du nom du thème que l'on souhaite appliquer. On pourrait choisir, pourquoi pas ici, un thème qui nous plairait, on va choisir pourquoi pas Auriel THMX en prélevant son nom et en l'associant dans l'expression que nous sommes en train de construire, de passer en paramètre à la méthode applyTheme. Eh bien, pour savoir si notre code fonctionne à ce stade, au moins, il y a une méthode que nous avons utilisée, donc qui réalise une action qui va nous permettre de le vérifier. Nous allons faire F5 au clavier pour exécuter le code, c'est allé très vite, et puis nous allons revenir sur notre présentation pour constater que, en effet, cette méthode a bien fonctionné pour l'objet diapositive applyTheme, elle a bien appliqué un thème qui n'était pas présent jusqu'alors. Ce qui nous permet, dans la foulée, de poursuivre notre code. Une chose à laquelle il va falloir penser, c'est que si nous exécutons notre présentation dynamique
plusieurs fois d'affilée, eh bien, tous les éléments images et zones de texte que nous allons importer et créer vont se cumuler sur la diapositive. Donc, avant de générer un nouveau diaporama dynamique, il faut penser à purger la diapositive. Nous pourrions utiliser une boucle for each, mais nous avons une solution qui est encore plus simple pour parcourir tous les éléments de type shape présents sur la diapositive dans le but de les supprimer. Nous allons tout simplement utiliser une boucle for i dont nous connaissons les bornes, vous allez comprendre pourquoi. La boucle for présentée en VBA Excel dans les supports de formation sur le site Bombash. Pour parcourir tous les objets de type shape, comment faisons-nous? Eh bien tout simplement, sur notre diapositive, donc objet diapositive, il y a des éléments de type shapes, et en l'occurrence, la propriété count de cette propriété shapes de l'objet diapositive renvoie le nombre de formes présentes sur la diapositive. Donc nous partons de ce nombre d'éléments pour remonter jusqu'au premier, tout 1, avec un pas de l'incrémentation de -1, ça veut dire que nous décrémentons, et bien sûr, pour ne pas faire d'erreur, nous allons tout de suite boucler cette boucle for avec la variable i et le mot-clé next. L'objectif est donc, une à une, en partant de la dernière jusqu'à la première, de toutes les supprimer. Eh bien, c'est le même principe, diapositive.shapes, shapes au pluriel qui est la propriété qui renvoie toutes les formes de la diapositive, mais comme tout à l'heure pour slide, si nous lui passons en paramètre le numéro de cette forme, puisque nous sommes dans une boucle, alors attention, c'est pas 1, mais c'est bien i, puisque i va varier du dernier élément, par exemple de la 12e, 11e, 10e, pour remonter jusqu'à la première, et nous allons appeler la méthode delete, vous voyez qu'il y a une petite icône verte, donc qui porte bien son nom, qui va permettre de supprimer tous ces éléments. S'il n'y a encore aucun élément sur la diapositive, ce n'est pas grave, cette boucle ne démarrera pas dans la mesure où la propriété count renverra 0, et donc, à aucun moment, le critère ne sera vérifié pour que la boucle puisse s'opérer. Nous allons vérifier que nous n'avons pas d'erreur dans notre code, ce qui est bien le cas. Il s'agit maintenant, forcément, de commencer la boucle qui va permettre de parcourir tous les éléments dans le sous-dossier, et cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser une boucle for, mais une boucle do while, tout simplement parce que la boucle for connaît le point de départ et le point d'arrivée. Or nous avons un nombre indifférent d'images dans le sous-dossier. Il peut varier. Donc il faut faire une boucle qui va réaliser un traitement tant qu'un critère est vérifié. Et ce critère, c'est de savoir s'il y a toujours bien un fichier dans le dossier. Pour ce faire, nous utilisons la fonction len que nous avons déjà vue en VBA Excel, qui renvoie le nombre de caractères du paramètre que nous lui passons, en l'occurrence la variable fichier, qui a stocké le nom du fichier sur lequel elle est en train de pointer. Si la longueur de ces caractères est supérieure à 0, ça veut dire que nous sommes bien sur un fichier et que donc la lecture n'est pas terminée. N'oublions pas de boucler la boucle do while par le mot-clé loop, et aussi à la fin, c'est très important, d'écrire cette instruction que je vous explique, fichier égale dir. Et bien tout simplement, en réutilisant la fonction dir sans paramètre, à la fin de cette boucle, nous permet de placer le pointeur du fichier sur le fichier suivant dans la liste avant de boucler la boucle et d'entamer le traitement sur les autres fichiers. Alors, pour nous assurer que jusque-là notre code est correct et que nous allons donc pouvoir poursuivre, que nous sommes bien en train de lire les fichiers dans le dossier, nous allons utiliser ce que nous faisons souvent, un petit MSGbox, pour voir si nous sommes capables à ce stade de récupérer les noms des fichiers dans le dossier MSGbox fichier. Et nous faisons un petit F5. Et vous voyez que ça fonctionne, on renvoie bien les unes à la suite des autres, ou plutôt les uns à la suite des autres, les noms des fichiers des images. Donc notre code fonctionne très bien. Ça veut dire que ce qu'il nous reste à faire dans cette boucle est relativement simple. Il nous faut récupérer le nom de ce fichier pour insérer l'image sur la diapositive, créer une zone de texte pour pouvoir y inclure son titre, qui sera le nom du fichier retravaillé, positionner ces différents éléments, les retailler, et puis ensuite leur appliquer des effets d'animation. Donc, comme il s'agit de variables objets, nous allons utiliser le mot-clé set pour pouvoir initialiser notre variable objet, img, que nous avions déclaré comme un objet de type shape. Et là, bien sûr, il s'agit de l'une des formes, ou plutôt d'une forme sur la diapositive, donc diapositive.shapes, avec laquelle nous allons utiliser la méthode add
Picture, qui permet tout simplement d'ajouter sur la diapositive une image dont le nom est passé en paramètre, plutôt le chemin complet d'accès. Le chemin, nous le connaissons, c'est dossier pour tout ce qui est du chemin d'accès, que nous avons construit tout à l'heure avec le sous-dossier source auquel nous concaténons, donc, entre guillemets, grâce au caractère de concaténation l'anti-slash pour le chemin d'accès et, forcément, le nom du fichier. Donc ne pas oublier à chaque fois le et commercial qui permet cette concaténation. Pour le reste, il s'agit ensuite de passer les paramètres par défaut qui sont proposés, que je vous invite à découvrir d'ailleurs dans l'aide en ligne en faisant un petit F1. Les derniers paramètres que nous allons initialiser à 0 ici à 2 reprises, comme vous le constatez, permettent de définir la position d'origine de l'image que nous créons ainsi à gauche sur la diapositive et par rapport au bord supérieur. Nous avons mis true pour sauvegarder en troisième paramètre cette image que nous insérons avec la présentation pour la sauvegarder en même temps, et vous voyez link to file que nous avons déclaré à false pour que bien cette image que nous insérons soit une image insérée comme un élément indépendant dans la diapositive et ne soit pas liée à la présentation. Constatez que pour cette méthode addPictures, donc de la propriété shapes de l'objet diapositive, les paramètres width et height sont facultatifs. Donc nous allons conserver par défaut les dimensions des images telles qu'elles existent dans le dossier. On peut voir si à ce stade cela fonctionne si on fait F5 par exemple. Donc vous constatez que en effet le code est en train de se déclencher et que lorsqu'il aura terminé, vraisemblablement en revenant sur la présentation, c'est bien le cas, vous constatez que toutes les images ont été insérées. Donc déjà, première remarque intéressante, par le code VBA, nous sommes capables de récupérer toutes les images d'un dossier, et grâce au volet sélection que nous venons d'afficher, vous remarquez qu'elles sont toutes présentes. Par contre, elles ont des noms qui ne sont pas explicites. On va remédier à ce problème par la suite. Là, je les supprime, mais souvenez-vous, ce n'est pas nécessaire, puisque dans notre code, nous avons la boucle for i qui permet de parcourir tous les shapes pour les supprimer. Donc, nous pourrons les laisser à l'avenir. Il nous faut maintenant initialiser notre autre variable objet, toujours avec l'utilisation du mot-clé set, en l'occurrence zone titre, c'est-à-dire la zone de texte qui va permettre d'afficher le nom de l'image pour pouvoir la commenter en même temps qu'elle apparaît sur la diapositive. Nous l'avions appelée zone titre, donc nous l'exploitons par son nom, et là le principe est toujours le même, il faut faire référence aux formes de la diapositive pour appeler la méthode adéquate, qui est une méthode qui permet d'ajouter une zone de texte, donc add textbox, avec quelques paramètres à définir, et comme vous le constatez, le premier d'entre eux est de pouvoir définir l'orientation du texte. Eh bien, c'est une orientation horizontale, une constante nous est proposée ici au fur et à mesure que nous remplissons les éléments, l'infobulle qui nous indique à quel endroit nous sommes placés. Constatez que aucun des paramètres ici n'est facultatif, il va donc tous falloir les renseigner. Alors, on va déjà caler cette zone de texte par défaut en haut à gauche, left et top à 0, 0, et comme il faut renseigner une largeur et une hauteur, sinon VBA ne nous laissera pas passer, nous allons donner une largeur et une hauteur arbitraire, 200 et 50, que nous retaillerons ensuite par le code, ce n'est pas un souci. Si nous faisons F5 pour tester la fonctionnalité du code à ce stade et que nous revenons sur notre présentation, vous constatez que les images sont de nouveau apparues, mais qu'il y a un peu plus d'éléments dans le volet sélection. Il y a effectivement toutes les zones de texte. Comme elles sont vides, pour l'instant, visuellement, on ne les voit pas, mais si vous faites CTRL A, vous voyez qu'elles sont calées toutes en haut à gauche, c'est-à-dire top, left, 0. Donc, pour l'instant, tout fonctionne très très bien, si bien que nous pouvons poursuivre notre code. Avant de nous soucier de tous ces effets d'animation, nous devons tout simplement positionner ces éléments sur la diapositive. Donc nous allons commencer par l'image. Arbitrairement, par exemple, nous souhaiterions que ces images aient toute une hauteur de 70% de la diapositive pour laisser un peu de place aux zones de texte, qu'elles n'occupent pas toute la largeur. La hauteur. Vous pourriez définir d'autres dimensions. Cet objet IMG déclaré comme un shape que nous avons initialisé sur l'image que nous sommes en train d'importer dans la diapositive a une propriété, donc forcément height, comme ceci, que nous souhaitons caler sur 70% de la hauteur de la diapositive. Souvenez-vous, au début du code, nous avons initialisé la variable hauteur sur la hauteur de la diapositive, donc multiplié par exemple par 0
0,7, ce qui fait 70%. Nous souhaitons la positionner vers le bas de la diapositive, donc cet objet IMG, donc qui est une forme, a une propriété top pour définir sa hauteur, son emplacement par défaut, et nous souhaiterions qu'elle soit en bas, mais pas tout à fait calée sur le bord inférieur de la diapositive. Donc nous allons utiliser la hauteur de la diapositive, alors ça c'est une valeur qui par défaut renvoie le bord inférieur, sauf qu'il faut bien voir l'image, à laquelle nous allons soustraire la hauteur de l'image elle-même, comme ceci, mais que nous allons multiplier par un petit facteur de 10%, 1.1, de manière à la décaler légèrement du bord inférieur pour que la présentation respire un peu. Et puis, nous souhaiterions la centrer sur la largeur de la diapositive. Donc, nous utilisons sa propriété .left de cet objet shape qui désigne notre image. Eh bien, il suffit de faire la moitié de la largeur de la diapositive moins la moitié de la largeur de l'image. Tout ça divisé par 2 pour obtenir la position centrale en fonction de la largeur de la diapositive et de la largeur de l'image elle-même. Moins img.width pour la largeur, le tout divisé par 2. Alors à ce stade, si nous faisons un petit essai pour voir si nos images sont bien redimensionnées à 70% et calées à un endroit bien défini, alors vous voyez que là il y a une petite erreur mais qui n'est pas grave, je n'ai pas fait attention, j'ai fait une petite faute de frappe si bien que l'objet n'est pas reconnu. Est-ce que nous pouvons donc constater que ces petites retouches par le code nous permettent bien de repositionner les images? Vous voyez que c'est parfait. Toutes les images sont bien superposées les unes sur les autres, de nouveau tous les éléments présents dans le volet sélection. Elles sont plutôt calées vers le bas comme nous le souhaitions, avec un décalage, le facteur 1.1. Elles sont bien centrées sur la largeur de la diapositive. Pour l'instant, nos zones de texte, quant à elles, vous voyez, sont toujours en haut à gauche, normal. Nous ne les avons pas encore paramétrées par le code, ce que nous allons faire tout de suite. Mais jusque-là, tout fonctionne très bien, tout se passe très bien. Donc en ce qui concerne nos zones de texte, il y a une zone de texte, puisque nous sommes dans la boucle, qui est associée à chaque image. Nous souhaitons donc qu'elle ait une certaine largeur, alors c'est un shape, il a une propriété width, là encore, que nous allons tout simplement caler sur la largeur de la diapositive. Notre zone de texte peut sans aucun souci faire la largeur de la diapositive, puisque nous souhaitons centrer le texte sur la diapositive. Donc si notre zone de texte est calée sur la largeur de la diapositive, une fois le texte centré dans la zone, il sera centré dans la diapositive. Nous allons donc faire en sorte que notre zone de texte soit calée sur la gauche de la diapositive avec une largeur identique, donc zone titre.left, propriété left, que nous recalons à 0, même si c'était déjà fait, et donc pas forcément essentiel. Et puis, il faut que cette zone de texte, fort logiquement, soit calée sur la partie supérieure de la diapositive, mais tant qu'à faire, entre le bord supérieur de la diapositive et le bord supérieur de l'image. Pour cela, nous utilisons là encore, puisque c'est un objet shape, la propriété top, à laquelle nous allons affecter la moitié de cette distance qui sépare les deux bords supérieurs. Donc, entre parenthèses, nous allons utiliser tout simplement la hauteur de l'image, comme ceci, img.top, qui est le point de départ de la hauteur de l'image, enfin là où elle est calée, moins la zone de titre, la hauteur de la zone de titre, .8, le tout divisé par 2, ce qui va nous permettre de caler notre zone de titre à mi-chemin, tout simplement. Alors on peut essayer de voir ce que cela donne à ce stade avec le F5 qui permet d'exécuter le code, et pour voir si quand on fait CTRL A, vous remarquez que non seulement la zone de texte est bien calée sur la largeur de la diapositive, mais qu'elle est bien centrée sur la hauteur qui sépare le bord supérieur de la diapositive avec le bord supérieur de l'image. Pour la zone de texte, nous avons besoin de petits paramétrages supplémentaires dans la mesure où il va quand même falloir lui insérer des informations textuelles, puisqu'il faut commenter l'image. Alors, le cheminement dans l'énumération des propriétés est un peu plus long. C'est bien notre objet shape que nous avons appelé zone titre. Et nous allons pouvoir accéder à ces propriétés textuelles par la première propriété textFrame, point propriété dérivée textRange, et ensuite tout simplement propriété texte. À l'intérieur, donc,
de la zone de texte, propriété de texte, nous souhaitons afficher en majuscule le nom du fichier, mais retravaillé en enlevant les petits tirets qui séparent les noms des fichiers, car si vous allez voir le sous-dossier source, vous remarquez que tous les noms de fichiers ont un petit tiret. Le point JPEG est déjà enlevé, nous l'avons déjà retraité avec la fonction replace, me semble-t-il. Non, nous ne l'avons pas encore fait, bien, nous allons le faire dans la foulée, c'est très bien. Tout d'abord, la fonction uCase, que nous avons déjà présentée en VBA Excel pour pouvoir modifier la casse en VBA dans Excel, uCase, qui, comme son nom l'indique, uppercase, permet de transformer le paramètre qu'on lui passe, la chaîne de caractères, en majuscule. Sauf que ce qu'on va lui passer, c'est pas tout simplement le nom du fichier, parce qu'il faut pouvoir le traiter. Nous souhaitons remplacer toute l'extension. Alors il y a l'extension à remplacer d'une part, mais il y a aussi le tiret. Alors on va essayer comme ceci. Donc vous voyez que la fonction replace permet de modifier toutes les occurrences désignées au sein d'une chaîne de caractères. En l'occurrence, la chaîne de caractères, nous lui passons en paramètre ces fichiers. Donc nous allons tout simplement lui dire comme ceci. Et ensuite, quelle est cette occurrence à remplacer? Nous allons remplacer tous les tirets, virgule, par quoi? Eh bien, par un espace, pourquoi pas. Mais dans le même temps, il faudrait aussi remplacer dans ce nom de fichier l'extension .jpeg, parce que ce ne sera pas beau à afficher à l'écran. Donc nous faisons un replace d'un replace, ça veut dire que nous faisons deux remplacements consécutifs, imbriqués, et en l'occurrence ici il s'agira de remplacer cette fois-ci l'extension JPEG par rien pour pouvoir la supprimer. On devrait être bon puisqu'ici on ferme la première fonction replace, du moins la deuxième, celle qui est incluse dans la première, qui elle-même est incluse dans un uCase. Alors on va voir si ça passe à ce stade. A priori le code ne pose aucun souci. Si nous revenons sur la présentation, vous voyez que les textes sont bien récupérés, inscrits dans la zone de texte, sauf que à ce stade, le souci est que, eh bien, ils ne sont pas formatés, ils ne sont pas alignés. Nous allons tout de suite pallier ce problème. Alors, on accède à ces propriétés de formatage toujours de la même façon. D'ailleurs, on aurait très bien pu déclarer un objet pour ce faire. Il faut pouvoir aligner ce texte dans sa zone. Eh bien, il y a la propriété dérivée paragraphe format, puisque l'alignement est une propriété de formatage de paragraphe, donc alignment, tout simplement, propriété dérivée, que l'on va définir, et vous voyez qu'IntelliSense se déclenche en alignement center, comme nous le faisons ici. Donc, normalement, la zone de texte sera, le texte, pardon, sera centré dans sa zone de texte. Et puis, toujours de la même façon, il faut accéder aux propriétés de police, constater que il y a bien une propriété font, avec les propriétés dérivées size pour la taille, que nous calons à 36 pour que le texte soit grossi, mais ça encore c'est arbitraire. Et puis nous avons une propriété pour la police, toujours, bien sûr, pour la couleur du texte, donc font, color, comme ceci, que nous pouvons paramétrer, nous l'avions déjà vu en VBA Excel avec la fonction RGB, qui, en indiquant les trois composantes de couleur, red, green, blue, comme l'indique la petite infobulle, nous permettent de définir les couleurs du texte, ou d'un fond, par exemple, d'un shape, de cette façon-là, c'est-à-dire très simplement. Et puis, nous allons poursuivre avec un dernier petit réglage, comme il s'agit d'un titre, nous souhaitons que la police apparaisse en gras, donc c'est bien la police, font, bold, gras, ça peut être soit vrai, soit faux, donc on va le caler sur true, comme ceci, ça suffira. On va tester à ce stade pour voir ce que cela donne. On fait F5, lorsque l'on revient sur la présentation, en effet, tous nos textes apparaissent bien dans une couleur différente, ils apparaissent bien dans une taille qui est un peu plus importante, les textes sont bien centrés dans la largeur de la zone de texte. Vous voyez qu'en VBA, alors après on pourrait faire encore plus de choses, mais en effet on peut paramétrer tout ce que l'on veut. On aurait pu en profiter d'ailleurs pour appliquer des effets sur les images, des effets 3D, d'ombre portée, de perspective, etc., etc. Bon, avant de poursuivre dans la boucle, il va falloir se soucier des effets d'animation, et comme il faut appliquer 2 animations à chaque objet. Pourquoi? Parce que tous nos objets à ce stade sont empilés sur la diapositive. Donc il va falloir un effet
apparaître pour chaque image, de manière à ce que l'image ne soit pas présente pendant le diaporama, puis apparaisse au minutage tel que nous l'avons défini, et un effet disparaître, pour qu'elle puisse en effet disparaître et laisser place à l'image suivante en fonction du minutage défini. Donc comme il va s'agir de redondance dans l'affectation, plutôt que d'écrire le code à chaque fois, nous allons créer une procédure externe, externe dans le même module, mais en dehors de l'autre procédure, qui va permettre de régler ces effets d'animation en l'appelant avec des paramètres à lui passer. Alors il faut nécessairement lui passer l'objet diapositive tout simplement parce que l'expression qui permet de construire les effets d'animation sur des éléments présents sur une diapositive doit faire référence à la diapositive sur laquelle on travaille. Form as shape pour que on puisse définir que cette animation est soit appliquée à l'image, soit à la zone de texte. Nous avons besoin aussi de lui indiquer la direction, tout simplement parce que, alors c'est une valeur integer, vous le verrez avec l'aide en ligne, parce que les effets d'animation entrant vont venir vers l'intérieur de la diapositive et sortant vont partir vers l'extérieur de la diapositive. La direction est donc différente. Le comment, que nous passons là aussi comme un integer, ce que renseigne l'aide en ligne, c'est pour déterminer si cette animation doit se déclencher avec la précédente ou après la précédente. Avec la précédente, c'est la zone de texte qui va apparaître avec l'image. Par contre, après la précédente, ce sont les effets de disparition pour laisser le temps aux images d'être présentes avant de disparaître, un temps suffisamment long pour qu'on puisse les voir. Et enfin, un petit paramètre que nous ajoutons, sorti as boolean, tout simplement pour savoir si cet effet d'animation est un effet d'entrée, d'apparition, ou un effet de disparition, car forcément, le paramétrage est très différent. Nous avions donc un objet effet que nous avions déclaré dans nos variables, et nous allons ici pouvoir le paramétrer. Alors il faudrait effectivement, vous voyez, le déclarer ici. Celui que nous avons déclaré précédemment dans l'autre procédure, eh bien sa durée de vie est limitée à l'autre procédure, donc il n'existe plus ici. Donc il faudrait le reparamétrer ici. Du coup, la déclaration que nous avons dans l'autre procédure caduque, ne sert à rien. Donc le mot-clé set pour le paramétrer. Et il s'agit d'une ligne de code tout à fait spécifique, donc avec des propriétés et des propriétés dérivées de l'objet diapositive, diapositive.timeline, mais sachez que c'est la seule méthode pour appliquer à la fois des effets d'apparition et de disparition, car il existe d'autres façons avec animation settings par exemple, mais qui elle ne permet pas de gérer les effets de disparition. Add effect. Donc la méthode add effect, je vous rappelle que pour les autres objets on avait utilisé respectivement add picture et add textbox, et bien cette fois-ci c'est add effect pour un objet de type effect, c'est-à-dire un effet d'animation, auquel nous devons passer plusieurs paramètres. Tout d'abord, l'élément sur lequel nous appliquons cet effet, nous, c'est form, c'est-à-dire ici, le shape que l'on passe en paramètre et que nous appellerons ensuite depuis la procédure générée. Il s'agit ensuite de lui indiquer d'autres éléments. Ici, vous voyez que des constantes nous sont proposées. Ce sont tout simplement le type d'effet. C'est un effet, nous, d'entrée. On peut le définir avec les constantes de PowerPoint, de VBA PowerPoint, de PowerPoint tout simplement, ou encore en valeur numérique. Et enfin, le comment c'est pour dire, c'est une valeur numérique ici aussi, qui est passée en paramètre si c'est avec la précédente ou après la précédente. Comme je vous le disais, et j'ai pour ce faire préparer donc les pages de l'aide en ligne, vous voyez ce deuxième paramètre qui permet de définir tout simplement les effets d'animation qui sont listés dans ce tableau de l'aide en ligne, avec ces constantes que d'ailleurs nous proposait PowerPoint et associer une valeur numérique qu'on peut utiliser en lieu et place. Et le comment, c'est le trigger, c'est-à-dire l'événement qui permet effectivement d'apparaître en fonction de l'élément que nous lui passons en paramètre, c'est-à-dire par exemple, soit avec le précédent, soit après le précédent. Ici, la traduction littérale n'est pas la bonne, donc valeur 2 ou valeur 3, ou bien la constante, c'est à vous de choisir, et c'est ce qu'indique l'aide en ligne. Il s'agit maintenant de paramétrer cet effet pour lequel nous avons effectivement défini l'effet, certes, et puis le mode d'apparition, mais avec cet effet-là, il y a certains paramètres que nous souhaitons personnalisé. Donc avec cette variable effet, nous souhaitons, alors instruction with que nous bouclons tout de suite pour ne pas prendre de risque, with and with, nous souhaitons effectivement définir certains autres paramètres, puisque comme je vous le disais,
Donc quand on va faire le point, il y a le effect parameters qui va apparaître dans IntelliSense de manière à nous assurer de la bonne saisie. Il nous faut définir donc la direction, qui peut être soit une direction en sortie, soit une direction en entrée. Et bien, à cette propriété direction dérivée, nous lui passons la variable direction que nous avons directement déclarée en paramètre de la fonction ici. Vous voyez, comme ceci. Alors, pour ne pas prendre de risque, on pourrait tout simplement faire comme ceci, un CTRL-C, CTRL-V. Il s'agit de définir aussi pour cet effet, vous voyez que lorsque vous faites le point, vous appelez toutes les propriétés et méthodes dérivées, la propriété timing avec la propriété duration pour tout simplement la durée de l'animation que nous allons fixer à 2 secondes, pour la ralentir un peu, car les entrées et les disparitions des effets dans PowerPoint sont assez brusques. Et ici, fondamental, il faut savoir s'il s'agit d'un effet de disparition ou d'un effet d'entrée. Donc nous, si c'est un effet de disparition, c'est-à-dire si le paramètre sortie est calé sur true, ce qui nous permettra de savoir s'il s'agit d'un effet de disparition, à ce moment-là, donc, on va boucler le if and if, eh bien, il faut tout simplement le paramétrer avec un délai, parce que si notre image disparaît juste après être apparue, forcément on n'aura pas le temps de la voir. Donc, on va, par le biais de sa propriété timing, et ensuite de sa propriété dérivée, trigger delay time, ça veut tout simplement dire le délai à partir duquel cet effet de sortie peut se déclencher. Et pour confirmer qu'il s'agit d'un effet de sortie essentiel, la propriété exit qui doit être calée à true. Et vous voyez que lorsque vous tapez le égal, il y a encore une fois IntelliSense qui se déclenche pour vous aider à choisir les bonnes constantes. Voilà, notre petite procédure pour les animations est créée. Il s'agit maintenant de lui passer ou de l'appeler à chaque fois avec les bons éléments, les bons paramètres pour savoir quel est l'objet animé, de quelle façon. Donc, on revient dans la procédure générée dans la boucle, tout simplement parce que dans la boucle, on place les images les unes à la suite des autres. Donc, à chaque fois qu'on en récupère une, on définit son paramètre d'animation, son minutage, pour que, à l'issue, le diaporama puisse être lancé, ce que nous allons vérifier. Donc, nous commençons par appeler notre procédure animation, à laquelle vous voyez, c'est bien nous qui l'avons créée. Lorsque nous faisons espace, il y a tous les arguments ici qui sont proposés pour que on ne se trompe pas. La première animation doit être passée à l'objet diapositive. Alors, dans l'objet diapositive, forcément, c'est celle sur laquelle on travaille, mais surtout à l'objet IMG, c'est-à-dire l'image. Et l'objectif ici est de pouvoir faire en sorte que l'image apparaisse par le bas. Alors pareil, ce sont des variables, des valeurs constantes, qui sont définies dans l'aide en ligne, donc il suffira d'aller sur les pages que je vous ai indiquées pour pouvoir les connaître et les indiquer de la bonne façon. Vous voyez que VBA a bien corrigé la casse ici, donc ce qui confirme que nous sommes avec la bonne saisie. Donc nous passons comme premiers éléments pour cette procédure animation qui définit les paramétrages de l'animation, l'objet IMG, car nous souhaitons un effet d'animation sur notre objet IMG qui arrive par en bas. Et puis ensuite, de quelle façon? Donc 3, tout simplement pour dire que c'est après la précédente, et false tout simplement parce que c'est un effet d'apparition et non de disparition. Il reste à répliquer ça pour l'objet zone de texte, bien sûr, mais aussi pour les effets de disparition. Donc, à la place de IMG ici, après avoir fait un copier-coller, il suffit de remplacer par l'objet zone titre, et notre zone de texte, elle, doit apparaître par le haut de la diapositive, donc la constante, qui est proposée par PowerPoint, c'est top, qu'il faut modifier ici. Par contre, la zone de texte, elle, doit apparaître avec la précédente. Donc, le paramètre, on le passe en numérique selon le tableau, on va le positionner à 2. Ensuite, on va de nouveau copier-coller ces informations. Pour régler les effets de disparition, il faut que il y ait bien un effet de disparition pour l'image, et donc le paramètre à changer, c'est le false en true, pour indiquer à notre procédure que après les 5 secondes, comme l'indique ici l'instruction if avec le délai, cette image doit disparaître, donc le
paramètre true, même chose pour la zone de titre. Une fois que les 5 secondes de délai sont dépassées, eh bien elle doit disparaître pour que les autres, puisque la boucle les paramètres les uns après les autres, puissent la déclencher. On va faire un petit test pour s'assurer à ce stade que le code est fonctionnel. On fait F5. Bien sûr, le diaporama ne se lance pas, mais par contre, si on retourne sur la diapositive, a priori visuellement rien n'a changé, mais si on affiche le volet animation, en passant par le ruban animation, constatez, regardez que tous les effets d'animation sont bien paramétrés dans le volet ici avec la chronologie, donc qui doit se poursuivre, j'imagine, assez loin, puisque les éléments sont déclenchés les uns après les autres, tout cela par le code, donc en dynamique. Lorsque c'est vert, ce sont des effets d'apparition, et lorsque c'est rouge, ce sont des effets de disparition. Ça veut dire que après tout ça, bien sûr, nos éléments sont retaillés, sont positionnés, les effets d'animation sont bien paramétrés, et bien il ne reste plus qu'à lancer le diaporama, et c'est très simple, et bien sûr on lance le diaporama une fois que nous avons récupéré tous les éléments. Encore une fois, nous retrouvons notre objet Active Présentation, comme ceci, qui a donc une propriété qui s'appelle Slide Show Settings, c'est-à-dire pour les paramétrages du diaporama, avec une méthode run qui permet, comme son nom l'indique, de lancer le diaporama. Qu'en est-il à ce stade si nous faisons F5? Vous remarquez que, a priori, le diaporama s'est bien lancé, donc il met un peu de temps parce que forcément il faut le concevoir, mais en arrière-plan, nous devrions l'avoir. Alors, on va lui laisser le temps de se lancer, mais vous voyez que là je fais un peu le tour, mais on devrait y être. Et voilà, les effets d'animation qui apparaissent en effet les uns après les autres, comme ceci. On va constater que tout est fonctionnel. Les effets de disparition, après un délai de 5 secondes, notre image qui apparaît bien par le bas, notre texte qui apparaît bien par le haut, et puis ils disparaissent très rapidement parce qu'on n'a pas défini de durée pour cette animation, mais c'est pas très grave. Et puis les éléments qui s'enchaînent les uns après les autres autant de fois qu'il y a d'images dans le dossier. Alors, ce qui peut paraître intéressant d'ailleurs, on va laisser le diaporama se terminer, c'est de constater, de vérifier que notre diaporama qui s'est généré automatiquement, est bien dynamique. Ça veut dire si nous rajoutons des images dans le dossier, est-ce que notre code est bien capable de les prendre en compte? Donc vous voyez que là, il ne s'agit pour l'instant que d'effets sur des images que nous avions effectivement positionnées dans notre sous-dossier. Je vous rappelle que ces images étaient au nombre de 5, 6 exactement, celle-ci, donc c'est bien celle que nous avons vu passer. Il serait intéressant, pourquoi pas, d'aller chercher d'autres images, par exemple dans le sous-dossier images de notre ordinateur. Alors bien entendu, ce sont des images qui ne correspondent pas du tout au thème, je vais prendre volontairement des images au format JPEG, comme ceci, et puis on va revenir dans notre dossier pour les coller, et relancer notre diaporama, et s'assurer que notre code permet de générer un diaporama dynamique, F5. Et nous allons voir, alors bien sûr, c'est sans doute un peu plus long, parce que notre code a besoin de générer voilà, des effets d'animation plus importants, puisqu'il y a plus d'éléments, plus de texte, plus d'images, mais vous constatez que la première image qui est apparue est une image qui n'était pas présente tout à l'heure. Nous avons collé de nouvelles images dans notre dossier, notre diaporama s'est régénéré, comme par exemple cette photo du désert qui apparaît alors que dans la présentation précédente elle n'y était pas. Nous n'avons rien changé, c'est toujours le même code, mais qui lui permet de effectivement considérer des éléments supplémentaires comme cette méduse, selon les photos présentes dans le dossier, en récupérant le nom de fichier, en le retravaillant comme ce koala, souvenez-vous. Et effectivement, c'est parfait, nous avons bien un diaporama auquel nous mettons fin, qui est dynamique, et qui plus est, je vous le rappelle, se lance automatiquement à l'ouverture de la présentation. Donc après, si vous souhaitez faire un diaporama plus joli, je vous rappelle que vous pouvez ajouter des effets sur les textes ou sur les images, par exemple 3D, perspective, ombré. Mais quoi qu'il en soit, si demain vous faites un album photo dans lequel il y a 1000 images et que vous en rajoutez régulièrement, eh bien votre diaporama, lui, n'aura pas besoin d'évoluer. C'est ce code-là, pas plus long, qui va permettre de le générer automatiquement pour faire une belle vidéoprojection en famille, par exemple, ou même en milieu professionnel. On le verra plus tard avec une base de données Access. C'est très intéressant. Voilà pour cette petite démonstration PowerPoint en VBA. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et vous savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.